J'ai 21 ans et je lis depuis que j'ai 3-4 ans. Je suis étudiant en Master 2 en lettres et j'écris et je lis. Je lis et j'écris dans ce sens-là. Je lis tout le temps, je lis de tout. Je lis particulièrement Julien Gracq et Blaise Cendrars qui sont mes deux grands hommes, mais j'aime beaucoup aussi Yourcenar, j'aime beaucoup aussi, tout à l'heure je te disais, ces deux-là. Récemment j'ai lu ça qui est très très bien. J'ai lu Paris au XXe siècle qui est très très bien. J'ai lu Histoire naturelle de Jules Renard qui est excellentissime, qui est magnifique, qui est plus beau que les Fables de La Fontaine à mon sens. Et ça fait pas mal. Après il y a Dostoïevski, il y a, tout à l'heure je te disais Pagnol, j'aime beaucoup Pagnol. Michaud, tout ça. C'est un auteur magnifique car il est extrêmement libre. C'est un auteur magnifique car il s'est créé une légende d'homme qui n'était pas littéraire et qui prenait un peu les choses à la légère, alors qu'en réalité c'était, je pense, un des plus grands poètes et un des plus grands romanciers de son siècle, avant le nouveau roman, avant plein de choses. Et on le connaît un peu pour sa vie de voyage, pour le côté justement bourlingueur dont je parlerai après. Alors qu'en réalité, c'est un écrivain qui a passé une grosse majorité de sa vie, bon, il a beaucoup voyagé bien sûr, mais il a passé une grosse majorité de sa vie à travailler en fait, dans ce qu'il appelait sa cuisine d'écriture, à Aix, à Saint-Segon, un peu partout. Quand on lit ses correspondances, notamment, il y en a une qui est pas mal, celle-ci. Voilà. Si vous lisez ça, dedans il y a des phrases sublimes sur l'écriture, sur la vie littéraire, sur tout. Enfin, c'est vraiment un maître pour moi parce que c'est quelqu'un qui a une personnalité très forte et qui en même temps est capable d'une contemplation extrêmement active. Donc il observe les choses avec... Voilà. C'est très beau, c'est un très bel auteur, j'aime beaucoup Blaise Cendrars. J'ai longtemps hésité, mais je dirais Bourlinguer de Blaise Cendrars, qui n'est pas le mien, que je viens d'aller acheter parce que le mien je l'ai offert à trop de gens. Voilà, donc il me reste plus que la Pléiade, et c'est pas bien la Pléiade, c'est pas bien. Bourlinguer de Blaise Cendrars, qui est dans le tome 2 des œuvres autobiographiques complètes, ce qui est une belle blague parce que c'est pas vraiment une œuvre... Enfin, c'est des mémoires, ça fait partie de son cycle de mémoires, mais je pense pas que l'approcher comme une œuvre autobiographique lui rende vraiment sa puissance et sa gloire. Le résumé. Non, c'est impossible. C'est impossible. Alors, c'est 11 chapitres. Voilà, on va faire une approche formelle. C'est 11 chapitres dans lesquels il est question de 11 ports. En fait, chaque chapitre est une sorte de carte postale de la vie et des souvenirs de Blaise Cendrars dans l'endroit où il est allé. Le meilleur exemple pour définir ça, c'est qu'en fait, une des premières éditions de Bourlinguer, qui était à l'époque une belle édition que je n'ai plus parce que j'ai donné aussi, était une édition reliée où c'était comme un passeport, tu sais, c'était les collections au Club français du livre. Et en gros, ici, c'était marqué Passeport République française. Et quand tu ouvrais, par exemple, Bordeaux, et ben, le premier chapitre, tu avais un visa avec une carte postale de Bordeaux. Et ainsi de suite. Il y a 11 ports, dans lesquels il revient sur son expérience de vie, sur son enfance. En fait, la première partie du livre, c'est sur un peu ce que j'ai appelé les points chauds de la vie de Blaise Cendrars. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est plutôt les ports du sud, genre Italie, Espagne, tout ça, qui sont les ports liés à son enfance, et une partie qui sont les ports du nord, genre Hambourg, Anvers, Rotterdam, Brest, qui sont les souvenirs de guerre, parce que Blaise Cendrars a été correspondant de guerre, il a été légionnaire, voilà. Donc il y a toute une partie de sa vie qui est orientée vers la guerre, même s'il n'est pas très... Il n'est pas... je dirais pas qu'il est pro-militaire, enfin en tout cas il a été combattant. Donc il y a une autre partie qui est sur ses souvenirs de guerre et ses fuites à travers la Belgique bombardée, etc. en voiture. Il faut savoir qu'il avait qu'un bras en plus. Ce qui est drôle parce qu'il conduisait très très vite en voiture. Il a perdu son bras droit, sa main droite très exactement, à la Première Guerre mondiale, dans une bataille où il s'était enrôlé comme légionnaire, et ce qui lui a valu d'ailleurs d'être naturalisé français après. Et de s'appeler Blaise Cendrars, ce qui s'appelle pas du tout Blaise Cendrars en vrai. Ça aussi, ça fait partie de la légende du grand homme qui s'est forgé. En réalité, il s'appelle Frédéric Louis Sausseur. Il est né en Suisse, en 1887, à La Chaux-de-Fonds. Et si tu vas un jour à La Chaux-de-Fonds, c'est misérable, c'est très très moche. Enfin, désolé pour les Suisses, mais voilà, la Suisse, je partage le goût de Blaise Cendrars pour la Suisse, qui est en fait un dégoût de la Suisse total. Alors pourquoi c'est mon livre marquant ? Parce que pour la première fois dans ma vie, j'ai rencontré un livre dans lequel il n'était pas forcément besoin de choisir entre la littérature et la vie d'action. Parce que pour la première fois dans ma vie, j'ai rencontré un livre où c'était une littérature avec du muscle, une littérature
Là, je vais utiliser la phrase de Braque, mais c'était une littérature qui n'était pas une littérature monument, c'est-à-dire que c'était une littérature qui n'essayait pas de se mettre en accord avec les codes et les permis de construire de son époque. Et c'est un texte qui est extrêmement touchant, parce qu'il contient des années et des années d'observations, de souvenirs, d'anecdotes qui sont condensées, résumées, et qui paraissent presque jetés comme ça sur le papier, et qui en réalité sont le fruit d'une construction et d'un rayonnement qui est, quand on commence à s'y intéresser de très près, ou même quand on le lit intuitivement, on se rend compte que c'est un texte qui est extrêmement beau et extrêmement bien construit, et que c'est une claque littéraire, parce qu'il y a des centaines de choses dont on se souvient toute sa vie, et d'où on repense partout tellement le texte est riche. Alors l'édition de poche, je crois qu'elle contient 497 pages, un truc comme ça. Ah non, un peu plus. Bon, avec les notes, on va dire 500 pages. En 500 pages, c'est un livre qui change de tête. J'aime beaucoup. Alors je vais vous lire un texte de Bourlinguet, une partie de Bourlinguet, qui s'appelle Toulon, de mémoire. Oui, c'est Toulon que je vais vous lire. Toulon, le Oda. Comme j'ai eu 27 domiciles en France, j'ai eu fatalement, comme tout le monde et comme il se doit, moi aussi un foutoir à Toulon. Je payais 800 francs par an le loyer de cette chambre haut suspendue. La fenêtre donnait sur la darse. Il y avait pour 4 sous de meubles. Cela se composait d'un carré salle à manger, d'une alcôve avec un vaste et profond divan où l'on pouvait se perdre à trois, d'une cuisine grande comme une coquille d'œuf et d'un appareil à douche. Mais comme il n'y avait pas d'eau à l'étage, un matelot allait l'acquérir à la borne fontaine de l'Arsenal. Je n'ai rien à raconter de cette chambre où il ne m'est jamais rien arrivé d'autre que d'y faire occasionnellement l'amour, et des amis qui débarquaient des grandes automobiles de Paris et qui avaient le mot de passe, allaient prendre la clé chez la concierge. 9 fois sur 10, je n'y étais pas. Et monter également pour y faire l'amour, et eux non plus ne m'ont jamais rien raconté de particulier sur cette chambre. Mais il leur est arrivé, à Paris ou ailleurs, quand je les rencontrais, de me présenter à leur compagne, maîtresse ou légitime. Alors, je devinais à la façon dont la femme me dévisageait qu'elle pensait à ma garçonnière, bien sûr, pas au divan, mais à ma cave à liqueur qui lui avait fait tourner la tête et qui était toujours aussi bien garnie que celle d'un corsaire de retour des îles. Les liqueurs exotiques sont une excuse. Le Oda. Le Oda parce que le divan avait le mouvement et le ressort d'un éléphant qui se relève brusquement et vous fait chavirer comme une barque. Aucune dame ne m'a jamais demandé de qui je tenais ce meuble extraordinaire et quasi vivant. Je louais la chambre à un amiral. Mais peut-on compromettre un amiral ? Quand Jules Verne voulait se moquer d'un marin, il le juchait avec humour à dada sur un âne, un mulet, une rosse de louage, mais jamais sur un éléphant, même mécanique, et jamais le personnage qui tombait de selle ou qui se cramponnait à la crinière de sa monture pour ne pas être désarçonné par un temps de galop ne dépassait le grade de capitaine au long cours ou de commandant d'embarcation. Puis-je me moquer d'un amiral qui se trouvait dans la nécessité de me sous-louer, entre 1936 et 1939, un dos d'éléphant à ressort grinçant, le malheureux. Toulon. Toulon est noyé comme dans un rêve d'opium. C'est une sorte de tragédie. Il n'y a pas de souvenirs qui tiennent. Adieu, belles estivantes et jeunes fous. Et vous, garçonnes aux pieds marins, qui vous laissiez désarçonner d'impromptu par la volupté. C'est un texte que je trouve extrêmement touchant parce que, en fait, le narrateur revient... Enfin, pour le coup, vu que c'est censé être autobiographique, on pourrait presque dire l'auteur, mais je ne suis pas d'accord, donc je ne le dirai pas. Donc le narrateur revient à Toulon. Et en fait, la flotte a été livrée... Enfin, Toulon n'est plus rien, quoi. Toulon, c'est pendant la guerre, ils ont livré tous les bateaux, il n'y a plus grand-chose. Et donc lui, il revient à Toulon et il constate que tout ce qui existait en souvenir, il n'y a pas de souvenirs qui tiennent. Adieu, belles estivantes et jeunes fous. Il se rend compte que la ville qu'il aimait a été complètement détruite, livrée, pillée pendant la guerre. Et il en est déçu. Et je vais vous lire cette phrase que je t'ai lue tout à l'heure, que je trouve géniale. C'est le portrait d'une tenancière de bordel. Rige était une poufiasse, une femme tonneau qui devait peser dans les 110-120 kilos. Je n'ai jamais vu un tel monument de chair croulante, débordante. Elle passait sa journée et sa nuitée dans un fauteuil capitonné, fabriqué spécialement pour elle et qu'elle ne cessait d'ornementer, d'enrubanner, lui tressant des faveurs, des nœuds, des lacets d'or et d'argent. Voilà, tout est très beau, c'est un livre... enfin, tout est très beau. Tout ce qui n'est pas très beau rend le texte encore plus beau, je trouve. C'est un livre sur l'aventure, c'est un livre sur la vie marine, c'est un livre sur un homme qui a passé beaucoup de temps dans des livres, mais qui n'en oublie pas de savoir vivre, qui n'en oublie pas de savoir boire des coups avec le peuple, auquel il s'attache définitivement, qui n'en oublie pas ce langage, c'est de métier un peu des gens qui ont appris à faire les choses par le geste directement et qui du coup ont tout un jargon, tout un lexique. Un texte dans lequel il y a beaucoup de mots
de métiers dans lequel il y a un gros vocabulaire de marine et en même temps il fait allusion à plein de choses, à la Bible. Il y a un passage qui est très touchant dans lequel il essaye de se... En fait, c'est un texte qu'il a écrit à l'approche de la soixantaine, alors qu'il se sentait peut-être un peu faiblissant, en proie à des, on va dire, à des usures nouvelles. Et il a écrit ce texte dans lequel il essaye de se toiser. Il dit « Aujourd'hui j'ai 60 ans », enfin je pourrais te le retrouver. Il essaye de s'approcher, de se définir, de se donner, parce que l'exercice quand même est censé être des mémoires à la base, c'est ce qu'il fait croire, même si c'est qu'un prétexte. Et en même temps, c'est des mémoires dans le sens où il se crée dans son œuvre tel qu'il veut qu'on le connaisse. Et dans ce texte, il essaye de se toiser sous les péchés capitaux, la gourmandise, l'avarice. C'est génial, c'est magnifique. C'est un texte qui a été publié en 1948. Et il parle de sa relation avec Picasso, avec plein d'artistes de son temps, donc de Delaunay en passant par Modigliani, en passant par Fernand Léger, Apollinaire, enfin tout ça. Et c'est jamais pour se vanter lui-même, au contraire, c'est plus pour montrer en quoi il met un pied dans ce milieu intellectuel et artistique. Il a vraiment des amitiés fortes dans ce milieu intellectuel et artistique, mais finalement, c'est pas sa place. Lui, sa place, c'est sur les bateaux, c'est au cul d'un train, c'est dans une Alfa Romeo qui conduit à une seule main et où il va beaucoup trop vite au Brésil. Il a écrit beaucoup sur le Brésil, des textes magnifiques. Notamment celui-là que j'aime beaucoup, avec des photographies de Jean Mazon, qui s'appelle « Le Brésil, les hommes sont venus ». Voilà, et qui contient des belles photos, alors qui est complètement annoté, mais qui contient des super belles... Je peux montrer là, ça marche là? Qui contient des super belles photos, voilà. Qui a une espèce de petit folio avec un texte de Sandras qui est commenté. Il faut savoir que Sandras a fait beaucoup de reportages, il a fait beaucoup de chroniques de guerre, il crevait la dalle en fait, donc il a écrit des trucs dans tous les sens, des choses magnifiques, et des choses... Il était correspondant aussi pour un journal, je crois que ça s'appelait Paris Soir, et ça, il y a un style un peu reporter du monde, c'est chroniqueur dans son écriture, qui ne doit pas cacher qu'en fait derrière il y a un vrai artiste. Parce que parfois les gens le lisent en disant ouais, il y a un truc populaire, il y a un truc un peu à l'arrache, tu vois, t'as l'impression qu'il relit pas ses textes et tout. En fait non, c'est un grand artiste. Et il sait exactement ce qu'il fait, et il a une mémoire colossale, il invente beaucoup aussi quand il faut. Voilà, et si tu lis ses correspondances, tu hallucines de tout ce qu'il a lu, de tout ce dont il parle, de tous les textes qui l'ont influencé, qui sont parfois des textes qui sont plus du tout lus aujourd'hui, comme je pense à Rémy de Gourmont, qui est un auteur que j'aime beaucoup aussi, qui a écrit le latin mystique, qui a écrit Sixtine. C'est un auteur qui est plus trop lu et que Sandras a adoré, tant et si bien qu'il en parle dans tous les livres qu'il écrit. Voilà. La patristique aussi, je parlais tout à l'heure. Enfin, il y a énormément d'influences qui ne vantent pas, mais qui le façonnent, je pense. Quelqu'un qui a du mal à se mettre à la lecture, lisez L'Or. L'Or, je dois l'avoir là si je ne l'ai pas offert, mais je crois que je l'ai offert. J'en ai un quelque part qui traîne. L'Or, c'est un très court texte de Blaise Sandras, dont je parlais tout à l'heure, qui est magnifique, qui se lit très très bien. Et quelqu'un qui a du mal à se mettre à la lecture, mais juste en fait, il faut lire plein de choses différentes, et pas forcément des choses qu'on vous recommande sous prétexte qu'elles sont bonnes pour vous. Lisez à voix haute, lisez dans des endroits auxquels... Lisez pas derrière un bureau si vous avez du mal à vous mettre à la lecture. Enfin, moi je lis un peu partout, mais derrière un bureau, c'est pas la même lecture. Derrière un bureau, on lit avec un stylo. Enfin, se mettre à la lecture, t'as l'impression que c'est un peu une condition dans laquelle tu rentres, alors que non. Enfin, je pense qu'on est tous un peu lecteurs. La question, c'est lecteur de quoi? Et bah du coup, je pense à certains textes. Récemment, il y a un homme qui est mort. Ça m'a bouleversé. Tu connais Arto Paasilinna? Récemment, Arto Paasilinna est mort. Et il a écrit ce texte qui s'appelle Le Lièvre de Vatanen, en français bien sûr, parce que voilà, c'est un Scandinave. C'est un Finlandais, je crois. Et ce texte est extrêmement drôle, et je pense qu'on peut le recommander à beaucoup de gens. C'est pas de la merde. C'est un beau texte. Extrêmement drôle, vraiment. C'est un très beau texte. Ça fait partie des trucs que tu peux lire quand tu... Mais en fait, le truc, c'est que les gens qui sont pas encore mis à la lecture, c'est parce qu'ils ont forcément des centres d'intérêt, tu vois. Je sais pas, tu peux aimer faire des feux. Par exemple, un homme qui aime faire des feux, eh ben, il devrait se dire, tiens, si je lisais, je sais pas, Jack London, le feu, ou alors Gaston Bachelard, tu vois, là je l'ai là, la psychanalyse du feu, tu vois, ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas, on a tous des centres d'intérêt, ce qu'il faut, c'est lire. Voilà, ma bibliothèque est tellement pleine que je n'arrive pas à la rendre. Voilà. On a tous des centres d'intérêt, et ce qu'il faut, c'est lire des choses qui nous plaisent à partir de là.
Après, il y a des choses qui sont très bien, notamment les folios 2 euros, c'est bien. Si t'aimes pas lire au début, t'achètes des folios 2 euros, c'est des extraits choisis, ça fait un petit côté pot pourri, tu sais. On prend que des petits morceaux, mais c'est bien, folio 2 euros, j'aime bien. Saint-Exupéry, non, mais ça c'est déjà dur, Saint-Exupéry. On en a souvent fait un truc en mode Saint-Exupéry, c'est easy, ça se lit à tous les âges et tout, ce qui est vrai, mais ça doit pas empêcher que c'est une œuvre extrêmement violente. Comme L'étranger, tu vois, tu lis L'étranger au collège, enfin. Moi ça me choque, en même temps c'est super, mais en même temps ça me choque parce que du coup les gens l'assimilent, tu vois, en se disant c'est un texte abordable et tout. Oui, en fait, lisez tout, quoi, des BD, des documents. Moi je lis souvent des revues scientifiques, des trucs de philo, Là j'ai un truc sur l'intelligence artificielle hier. Et ça m'a fait rire. Là j'ai arraché une page parce que j'arrache toujours... Enfin non, j'arrache pas toujours des pages, mais je fais les choses mal. Et voilà, et en fait ça s'appelle Ceci est un hélicoptère. Et ils se rendent compte que si tu changes un pixel d'une image, et ben l'intelligence artificielle elle devient folle. Un pixel. C'est bon.